Ça va. Bonjour, je m'appelle Nejdi Adi, je suis professeur de médecine communautaire à la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger. Je vais enseigner aujourd'hui un cours dans le cadre du module de technique de communication. Ma partie concerne ce module communication scientifique. Donc, il s'agit d'un cours qui est destiné aux étudiants de première année de médecine et rentre dans le cadre des enseignements de S2, deuxième semestre. Dans le cadre de ce module de la communication scientifique, il y a trois grandes parties, sections: la communication scientifique écrite, la communication scientifique orale et la communication scientifique affichée. Le cours d'aujourd'hui concerne la communication scientifique écrite. On va utiliser le plan suivant: introduction, grosso modo les types d'articles scientifiques, la structure d'un article original, et dans un second cours, on va voir comment critiquer un article scientifique. Mais maintenant, on va se focaliser d'abord quelle est la structure d'un article scientifique pour acquérir les moyens pour pouvoir après le critiquer. Alors, pourquoi il faut comprendre la façon comment communiquer sur le plan écrit, comment rédiger un article? Parce qu'il y a deux raisons. D'abord, l'information médicale, elle a explosé. Si par exemple on rentre dans un moteur de recherche comme PubMed, on trouvera des milliers, voire des millions d'articles scientifiques. Et donc c'est une source importante d'informations. Ceci est bien, mais en contrepartie, il y a le souci quand même de validité scientifique. Parmi ces publications, quelles sont les plus pertinentes, c'est-à-dire dont les résultats sont les meilleurs, sont les plus utiles à notre pratique quotidienne. Alors il faut d'abord déjà savoir qu'il y a plusieurs types d'articles scientifiques. Il y a ce qu'on appelle l'article original, il y a ce qu'on appelle la mise au point aux revues de la littérature, la méta-analyse, l'article préliminaire, l'article didactique et la lettre à la rédaction. Alors dans le cours d'aujourd'hui, on va se focaliser sur l'article original parce que c'est la façon la plus standard d'une communication scientifique. Pour les autres types de publications, vous pouvez les retrouver dans le support PDF que je vais joindre à ce cours. Alors, on va se focaliser, comme j'ai dit, sur l'article original. L'article original, c'est quoi? C'est un article qui rapporte les résultats d'une étude qui vise à confirmer ou bien infirmer une hypothèse de travail nouvelle. On distingue différents types d'articles originaux, mais selon l'objectif. Mais le principe, il est le même. Il s'agit de résultats d'une étude nouvelle et qui va apporter une information nouvelle. Évidemment, en fonction de l'objectif, on distingue les articles qui traitent l'efficacité d'un médicament qu'on appelle les essais cliniques. Il y a les articles qui traitent de la validité des outils diagnostiques qu'on appelle les études diagnostiques. Quand il s'agit de rechercher l'association entre un facteur de risque et un état de santé, ce sont des études de cohorte au cas témoin. Il y a les études pronostiques et les études descriptives. Mais de façon générale, un article original, il possède ce plan de base qui est standard, qui est reproductible et qui est le même quel que soit l'article original. Donc il y a les sections suivantes: section titrée auteur, section qui va venir après résumé et les mots-clés, introduction, matériel et méthode, résultats, discussion, conclusion, références bibliographiques, tableau et figure. Donc je résume, ça c'est les parties, les sections standards qu'on peut trouver dans un article original. Alors, cette structure, en général, ça s'appelle structure IMRET, c'est-à-dire introduction, méthode, résultat et discussion. Bon, une fois que nous allons connaître les recommandations, comment écrire chaque section, à ce moment-là, on pourra faire une analyse critique d'un autre texte et finalement juger de la pertinence de l'information qu'on a devant nous. Commençons par le titre. Il doit être bref, clair, sans abréviation, avec un maximum d'informations sur le sujet de l'article et bien sûr avec un minimum de mots. Donc c'est un équilibre entre la quantité et la qualité. Il doit également refléter exactement l'article, c'est-à-dire que si je lis le titre, je dois avoir déjà une idée de ce qui se trouve dans l'article. Il doit être évidemment attractif, sélectif, mais évidemment sérieux, rigoureux et non provocateur.
Après le titre, il y a section auteur. Il faut savoir que dans cette section, il y a un ordre. Et le premier auteur, c'est celui qui a rédigé. Le dernier auteur, c'est celui qui a initié le projet ou bien le travail. Et puis les autres en fonction de leur niveau de contribution dans l'article. Il faut savoir également une chose, que parfois le nombre d'auteurs peut être très élevé. À ce moment-là, il y a une petite règle. Quand le nombre est inférieur à 7, on les met tous après le titre. Sinon, on va mettre les 3 premiers, suivis par cette section de égal. Pourquoi finalement mettre les auteurs? Parce que tout le monde, quelqu'un qui a contribué dans une étude, a envie que son nom apparaît. Il y a beaucoup d'arguments, on peut citer beaucoup d'arguments pourquoi on doit être cité dans une étude. C'est pour l'épanouissement professionnel, c'est pour beaucoup d'autres raisons. Et donc, c'est important, cette section d'auteur, elle est très importante. Après la section auteur, il y a une section qui s'appelle introduction. Et le rôle de l'introduction, doit permettre de comprendre pourquoi le travail a été entrepris et quel était son objectif. Donc, il a un objectif informatif, donc apporter au lecteur les éléments nécessaires et suffisants à la compréhension de son travail. Donc, c'est une passerelle entre les connaissances qui existent déjà et les connaissances qu'on va chercher à travers ce travail. Donc, il y a il y a une structure de cette introduction. Il faut d'abord commencer par ce qui est général, après le contexte de notre étude, et finir à la fin par l'objectif précis de notre travail. Il ne faut pas oublier que chaque affirmation, chaque idée mentionnée dans l'introduction doit être référencée. Donc, c'est une partie qui témoigne que nous avons fait une bonne revue de la littérature avant de commencer à faire notre travail. Ce schéma-là montre un peu la structure de l'introduction. Il a une structure en entonnoir. Ça commence du plus vague vers le plus précis. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'introduction, le lecteur doit savoir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Après la section introduction, il y a la section passion et méthode. C'est une section très importante. Son rôle finalement, c'est de permettre au lecteur de reproduire toute l'étude. C'est comme une carte ou bien comme un plan pour un architecte, si on peut faire cette analogie. Donc, il y a plusieurs composants de cette section, passion et méthode, qu'on va voir tout de suite. D'abord, la partie passion, les passions, c'est-à-dire sur quelle population nous avons fait cette étude. Cette section des passions va donner une idée sur la représentativité des résultats. Et donc, par la suite, et logiquement, est-ce que les résultats vont être applicables à ma population ou d'intérêt, ou bien il s'agit d'une autre population, et à ce moment-là, les résultats ne seront pas pertinents pour ma pratique. Cette description des patients comporte les critères d'inclusion et de non-inclusion, les éléments ayant permis la construction de l'échantillon, notamment le type d'échantillonnage, la taille de l'échantillon, et enfin les aspects éthiques de recrutement des sujets qui sont également importants. Toujours dans la partie méthode, il y a une deuxième section qui montre un peu ce qu'on veut faire et ce qu'on cherche à évaluer ou à estimer, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une fréquence, prévalence ou incidence, est-ce qu'on va évaluer une action d'un médicament. En tout cas, c'est l'objectif de notre travail. La troisième section, c'est l'appréciation des résultats, comment on va travailler avec ces résultats, c'est-à-dire quelles sont les valeurs normales qui sont retenues, quels tests et méthodes statistiques, quelle est leur précision, c'est-à-dire comment on a chiffré un amaigrissement, comment on a quantifié une diarrhée, et puis indiquer le nombre de malades exclus de l'analyse en donnant la raison pourquoi, et puis le nombre de perdus de vue, etc. Donc si on peut schématiser rapidement la section matériel et méthode, elle est composée des sections suivantes. Schéma d'études, de population d'études, après les informations recueillies, c'est-à-dire le support du recueil, est-ce que c'est un questionnaire, est-ce que c'est une fiche de recueil, les informations recueillies initialement, s'il y a des visites de suivi, etc. Les outils
Elle teste des mesures utilisées, les tests persans, les tests biologiques, toutes les mesures et les outils doivent être mentionnés dans cette section. Les variables créées, transformées, par exemple, si on veut travailler, on veut évaluer l'obésité, on travaille avec l'indice de masse corporelle, mais on doit initialement recueillir le poids et la taille, et après on va transformer pour créer une nouvelle variable qui va nous servir à ce travail. Quatrième section dans la partie méthode est la partie qui va décrire un petit peu les aspects statistiques qui ont été utilisés, notamment la saisie des données, avec quels logiciels, quels sont les tests statistiques qui ont été faits, etc. Et enfin, les aspects éthiques et réglementaires qui sont très importants. Et il faut savoir qu'on ne peut pas publier un travail scientifique sans avoir la preuve que les aspects éthiques et réglementaires sont respectés. Une dernière chose, c'est que les références peuvent être mises dans cette section de méthode. On peut mettre des références, par exemple, si on va parler d'un test diagnostique, ou bien une méthode de calcul, on doit mettre la référence. Après la section méthode, il y a la section résultat. Alors, on peut imaginer, on peut deviner que cette partie résultat sert à mettre en évidence les résultats de notre étude. Il faut savoir qu'il faut mettre tous les résultats pertinents par rapport à l'objectif, c'est-à-dire ne rien cacher, mettre tous les résultats, y compris les résultats négatifs. Ne pas oublier au début de cette partie résultat de présenter la répartition des groupes, leur comparabilité, la répartition des pertes de vue. C'est ce qu'on appelle communément le chart flow, c'est-à-dire si je dois inclure un nombre de patients dans mon étude, je dois précisément combien des patients je voulais recruter au départ, combien finalement j'ai eu dans mon étude à la fin, combien de pertes de vue, combien de personnes qui ont refusé, etc. Et ça permet de donner une idée sur la représentativité de mon échantillon. Il faut savoir que dans cette section résultats, il n'y a pas de référence bibliographique, donc c'est que, sauf les résultats de l'étude. Un autre point important, il ne faut pas donner les résultats qui ne sont pas cohérents avec le but de travail. C'est-à-dire que parfois, dans le cadre d'une étude, on recueille beaucoup d'informations, mais ces informations peuvent être utiles à d'autres publications. Mais dans le cadre de notre objectif, il faut mettre que les résultats qui sont liés à cet objectif et pas les autres résultats. Un autre point important, dans la partie résultats, il ne faut pas mettre de commentaires personnels, pas de jugement, que les résultats et de manière très scientifique et rigoureuse. Enfin, j'insiste sur l'utilisation des tableaux et des figures dans la partie résultats, car ils fournissent un maximum d'informations sous une forme synthétique et claire, et donc ils vont pouvoir éviter les répétitions, ils doivent être informatifs par eux-mêmes. Donc, de toute façon, dans le cours qui est joint à cette présentation, on va détailler avec beaucoup plus de détails les caractéristiques requises scientifiquement pour les tableaux et les figures. Et bien sûr, les tableaux et les figures doivent être rappelés dans le texte, dans les commentaires, ils doivent être rappelés et faire la référence à un tableau ou bien à une figure. Après, c'est un résumé de cette partie résultat. Grosso modo, et en général dans les articles, la partie résultat est composée de 3 grandes sections. La première section, c'est ce qu'on appelle analyse descriptive, composée de la chart flow, de la description sociodémographique, de la description clinique, de la description évolutive globale, et comporte un tableau, un graphique et des commentaires. Après, il y a une deuxième section, c'est ce qu'on appelle section de l'analyse univariée. À ce moment-là, on va se focaliser sur l'objectif principal de notre étude, et également on peut utiliser un tableau comparatif, un graphique avec des commentaires, et c'est le moment de faire des comparaisons et de montrer le résultat des tests statistiques. Troisième section possible n'est pas nécessaire, c'est la section de l'analyse multivariée. Bien sûr, s'il y a indication, par exemple, si on met en évidence des facteurs de confusion, surtout dans les études observationnelles, à ce moment-là, on ajoute un tableau plus un commentaire concernant l'analyse multivariée. De manière pratique, en général, il faut savoir que le nombre de tableaux et graphiques est limité dans un article original. Ce n'est pas comme dans un rapport ou bien dans une thèse où
peut mettre autant de graphiques que de tableaux qu'on veut, mais dans un article original, le nombre de tableaux et de graphiques il est vraiment limité. Donc autant choisir ceux qui sont pertinents et parlants. Également une chose, dans la partie résultat, il n'y a pas de référence bibliographique à ce niveau, donc c'est important à souligner. Dernière partie rédigée d'un article original, c'est la partie discussion. Cette partie de discussion, elle doit être précise, elle va préciser si le but de travail exposé à la fin de l'introduction a été atteint ou non. Donc c'est la mise au point de tout le travail. La partie discussion a la structure suivante. D'abord, par un paragraphe, commencer par rappeler rapidement c'est quoi l'étude, qui est l'objectif principal. Après, il faut commencer à discuter ces résultats, mais à la lumière de la littérature. Et donc, à ce moment-là, on a le droit d'avoir des jugements personnels, de faire des commentaires de nature plus subjective. Et il y a une autre section à la fin qui va évaluer un petit peu qui sont les faiblesses et les forces de cette étude, c'est-à-dire une autocritique. Ça également, il est très souhaitable de mettre ça dans la discussion. Ça montre que nous sommes conscients de notre faiblesse, mais on va mettre en avant également le point fort. Donc c'est un peu une façon de faire du marketing pour notre travail. Quelques remarques par rapport à cette section de conclusion, de discussion. Il faut utiliser, écrire les verbes au passé. Quand il s'agit de relater un résultat, et au présent, quand il s'agit d'une opinion de l'auteur ou bien d'un jugement subjectif. Les erreurs à ne pas commettre dans la partie discussion, d'abord les répétitions, ce qui a été dit dans l'introduction. L'introduction, ça va ramener les choses qui sont déjà connues. La discussion, ça sert à discuter ce que nous avons trouvé à la lumière de la littérature. Deuxième type d'erreur fréquente, c'est l'inexactitude des citations. C'est-à-dire que quand vous donnez une idée, et vous mettez la référence, et que le lecteur cherche cette référence et trouve une référence qui ne correspond pas à cette idée. Donc c'est une erreur fréquente à ne pas commettre. Là, une petite partie de l'article original qui s'appelle résumé, qui se trouve normalement au début de la publication. C'est la partie résumé, ou bien abstract en anglais. C'est un résumé qui est composé de 200 à 250 mots, selon la revue. Il comporte partie objectif, matériel et méthode, résultat, conclusion et les mots-clés, mais de façon très précise. Et donc, ça permet de donner une idée sur notre travail. En général, les lecteurs commencent par lire le résumé avant de savoir est-ce qu'ils vont lire votre article ou pas. Alors, pour terminer, la structure d'un article scientifique, on peut la schématiser comme suite. Le titre qui doit être court et marquant. Après, les auteurs. Troisièmement, le résumé ou bien l'abstract. Quatrièmement, la partie introduction. Et on a expliqué les caractéristiques de cette introduction. Cinquièmement, partie matériel et méthode. Sixièmement, partie résultat. Septièmement, partie discussion. Et huitièmement, partie conclusion, dans laquelle on va parler d'un résumé bref de la question, des avancées, mais surtout des perspectives dans l'avenir. Et enfin, la partie qui est réservée à la bibliographie, qui sera abordée dans une autre vidéo. Et je vous remercie.